RTL Petit Matin de l'été, 5h, 6h30 avec Peggy Broche. Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? Bon réveil, merci d'avoir choisi RTL. Il est 5h03 et Philippe Buron, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien, je vous remercie. Vous avez préparé un indice pour le flop ciné aujourd'hui? Oui, au bout de la 3e semaine, j'ai commencé à comprendre un petit peu le principe de l'émission. Je ne vous prends pas de cours, tout va bien? Non, ça va, là j'ai bossé toute la nuit pour vous donner ces 3 indices. Moyen-Âge, enchanteur et Chicago. Bon, ça m'aide pas beaucoup perso, hein, mais... À Moyen-Âge, ça me donne un petit indice. Ouais. Et Mais, Chicago. on dit rien. avec Chicago, vous me perdez là. Ah, voilà. c'est fait exprès. Bon, alors en général, moi j'aime bien faire karaoké et chanter sur les chansons. Là, je me dis, je vais pas essayer. Là, vaut mieux pas. Ouais. Il est trop tôt. Hein. Il serait plus tard, j'aurais peut-être essayé, mais On là... risque de briser la vitre du studio là. Je vois pas de quoi vous parlez. Pas quelqu'un qui fait partie de la politique, je vous le dis, mais c'est un artiste engagé. Voilà pour un premier indice. Et là, je vois que tout le monde réfléchit dans le studio. Vous aussi, vous réfléchissez. Vous l'avez 32-10. Moi je oui. l'ai, moi Peggy. Non. Je peux donner un indice? Non. Bah, vous donnez toujours plein d'indices au début. Bah oui, je suis gentil moi. Si je dis boucle d'oreille. Non, ça suffit, stop. Merci beaucoup, David. Allez, on parlera ciné, mais il ne sera pas question des sorties, mais des flops ciné, parce que c'est le spécialiste David Buron. Un nouvel indice? Eh bien, je vais vous donner une phrase cette fois si je vous dis que trépasse si je faiblis. Charlotte, vous l'avez? Non. Toujours pas. Bon, Non, bah, c'est Chicago, ça l'a coincé. Ça l'a, oui. Oui, et puis même le film auquel je pense n'est pas du tout un flop, donc je ne sais pas. au moins, ça mérite d'être clair. RTL Petit Matin les plus beaux flops du cinéma. avec David Buron. Et tout au long de l'été, David, vous nous parlez de ces films maudits, de ces films ratés qui n'ont pas eu de chance, en tout cas qui n'ont pas eu le succès escompté, mais qui sont quand même restés dans les mémoires. Ce matin, certains d'entre vous l'ont déjà deviné, je vous parle des Visiteurs en Amérique. Attendez, j'ai dû rater un truc, je connais les Visiteurs 1, 2, il y a même eu le 3, mais les Visiteurs en Amérique, je suis passée à côté. N'ayez point honte, gentille Peggy, vous n'êtes pas la seule à être passée à côté des Visiteurs D'accord. en Amérique. Je pense même que les auteurs du film aimeraient que tout le monde l'ait oublié cet épisode. C'est parce qu'il a été diffusé à la télé la semaine dernière que j'ai eu envie de me pencher sur l'histoire de cet ovni, un film fabriqué par des gens de talent, ça y a aucun doute, mais qui à l'arrivée s'avère être un ratage monumental. Mais alors comment il est né ce projet? Après l'énorme succès des Visiteurs en 1993 et celui de la suite Les Couloirs du Temps en 98, Jean-Marie Poiret, le réalisateur, et Christian Clavier, acteur et co-auteur de la saga, envisagent de faire un 3e opus assez rapidement. Mais c'est sans compter les Américains qui sont toujours très à l'affût de ce qui marche en dehors de chez eux. À la fin des années 90, John Hughes, gros producteur américain, à qui l'on doit Maman j'ai raté l'avion, Beethoven, Les 101 Dalmatiens, voit les Visiteurs alors qu'ils voyagent en avion. Il adore évidemment et dès qu'il arrive à Paris, il contacte la Gaumont, Jean-Marie Poiret et Christian Clavier pour leur proposer de faire une version américaine. Et ils acceptent tout de suite? Ils sont un peu réticents au début, mais le deal conclu avec John Hughes est original. Poiret reste à la réalisation et Clavier et Jean Reno conservent les rôles principaux. L'équipe originelle garde donc un certain contrôle sur le film. Généralement, lorsque les Américains acceptent d'adapter un succès français, ils le font à leur sauce, si j'ose dire, avec un réalisateur et une star locale. Je pense notamment à True Lies, le remake de La Totale. Là, les Américains se disent peut-être que Clavier est irremplaçable. Et puis surtout, ils comptent beaucoup sur la notoriété de Jean Reno, déjà connu aux États-Unis, puisqu'il a joué dans des grosses productions comme Mission Impossible et Godzilla. Tout est OK alors. Excellente vanne, Peggy. En fait, il semble que les choses se compliquent dès l'écriture du scénario. Je dis il semble car les protagonistes de ce naufrage n'ont pas été très bavards dans les années qui ont suivi. Ils sont 4 à adapter le scénario pour la version américaine. Poiret, Clavier, John Hughes et Chris Columbus, futur réalisateur d'Harry Potter. Et si l'histoire reste sensiblement la même, les Américains apportent quelques modifications pas forcément heureuses. Excitent les personnages de Béatrice de Montmirail et de Jacquard. Jacouille la fripouille devient André le pâté. Tout le côté cradingue des personnages, c'est-à-dire les dents pourries, les cheveux gras, disparaît. Bref, le script original est pas mal aseptisé. Et sur le tournage, comment ça se passe? Christian Clavier a un trac énorme, c'est le premier film qu'il tourne en anglais. Et puis, est-ce parce que tout le monde pressent que le résultat ne sera pas à la hauteur? Toujours est-il que les choses se tendent avant et pendant le tournage. Des investisseurs se retirent, ce qui amène la Gaumont à supporter seul le coût très élevé du film. Les vieux complices Clavier et Poiret se brouillent avant la fin des prises de vue.
Ce qui explique sans doute que Poiret ne signe pas le film de son vrai nom. Il utilise un pseudonyme, Gobert. Ah oui. Et il ne participe même pas à la promo du film. Les premières projections, les fameuses projections test, sont calamiteuses, ce qui oblige à reporter la sortie. Quand le film arrive dans les salles au printemps 2001, c'est déjà un canard boiteux. D'où le flop. Oui, et puis alors là, gros flop pour le coup. Au niveau mondial, le film ne rapporte que 16 millions de dollars, alors qu'il en a coûté plus de 35. Il faut dire qu'aux États-Unis, où les visiteurs est quand même interdit aux moins de 13 ans, les critiques ne sont pas tendres. Aucun désinfectant ne pourrait nettoyer ce remake mal fichu d'un succès français, peut-on lire dans USA Today. En France, un peu plus d'1 200 000 spectateurs se déplacent dans les salles, ce qui est pas mal, étant donné le peu d'intérêt que représente le film pour le public français. Mais enfin, on est très loin du succès du premier Visiteur, le Visiteur original. La maison de production Gaumont aura beaucoup de mal à se remettre de cette claque financière et il faudra attendre près de 15 ans pour que Clavier et Poiret se rabibochent et mettent en route les Visiteurs 3. Bon, alors la question rituelle, David. Que reste-t-il aujourd'hui des Visiteurs en Amérique ? J'ai envie de terminer sur les mots de Matt Ross, qui joue le méchant dans le film. Lorsqu'on lui a reparlé des Visiteurs en Amérique récemment, il s'est d'abord pris la tête entre les mains, un peu honteux, avant de confier que, finalement, il gardait un bon souvenir du film parce qu'il avait, je cite, adoré manger et boire du bon vin rouge avec Christian Clavier et Jean Reno. Bon, c'est toujours ça de prix. Voilà, exactement. On va rester là-dessus. Avec ou sans, vous vous inscrivez au 3210, Roman vous attend au standard et on joue avant 6h30. Le principe est simple, on vous fait 5 propositions. À vous de nous dire avec ou sans. Un exemple, David ? Eh bien, les Visiteurs en Amérique, sortis en 2001, avec ou sans Christian Clavier ? Avec, c'était son premier film en anglais, ouais. Bon, voilà, vous avez un exemple. Venez participer, n'hésitez pas. RTL Petit Matin, Le Conso Conseil. avec Charlotte Méritant. Alors Charlotte, aujourd'hui, vous nous donnez des conseils pour bien choisir ses lunettes de soleil. Oui Peggy, et non David, je ne vais pas vous parler de la forme qui sied le mieux à votre visage, ni même vous conforter dans le choix de cette paire d'aviators juste parce que vous vous sentez un peu plus Tom Cruise dans Top Gun avec. C'est vrai que j'adore Top Gun. On est là pour parler de protection. Alors comment est-ce qu'elles nous protègent, ces lunettes de soleil ? Alors elles nous protègent de 2 choses. 1, la lumière visible, celle qui nous éblouit et qui nous pousse à porter des lunettes par simple confort. Ouais. Et les rayons invisibles du soleil et pourtant les plus dangereux, les rayons UV. Aussi bien la lumière du soleil que les UV sont nocifs à long terme et pourraient être la cause de nombreuses maladies oculaires. Et alors, est-ce qu'il faut payer cher pour être bien protégé ou est-ce que ma vieille paire achetée au supermarché peut faire l'affaire ? En fait, aujourd'hui, l'immense majorité, si ce n'est la totalité des lunettes de soleil vendues en France, respectent les normes européennes et vous protègent donc bien à 100% des rayons UV. Alors ça vaut aussi bien pour votre paire à 5 € que pour les Ray-Ban de David. Le risque que vous prenez quand même, c'est que ces paires, souvent fabriquées en Chine, n'aient pas été contrôlées au moment de leur importation et qu'elles ne respectent donc pas tout à fait le niveau de protection requis. Et c'est quelque chose que je peux vérifier à l'œil nu ? Non, il n'y a qu'un professionnel de l'optique qui peut le vérifier. C'est pour ça qu'acheter ces lunettes chez un professionnel, ça peut avoir un avantage. Et puis, il peut vous conseiller aussi des options, comme par exemple les verres polarisants contre l'éblouissement, ou alors vous conseiller sur la teinte de verre à choisir. Ah oui. Brun pour les myopes, vert pour limiter la fatigue, gris pour conduire. Quoi, David ? Les teintes bleues ou roses, c'est bien pour qui ? Non, c'est bien pour personne, David. Ça, c'est juste pour vos soirées années 80. Bref, votre choix dépendra de votre niveau d'exigence, mais selon des tests réalisés par 60 millions de consommateurs, on trouve de très bonnes lunettes à 20 € dans des enseignes sportives, par exemple comme Decathlon. Ah oui, mais alors à quoi ça sert de les payer 200 voire 300 € ? À rien, Peggy. Enfin, je vais mettre les fashionistas à dos. Ne me faites pas les gros yeux, David. J'ai rien dit. Ça sert pour le style, évidemment. Vous paierez avant tout une marque, en fait. En revanche, on ne rigole pas sur les contrefaçons. Oui, c'est illégal. Et non seulement c'est illégal, mais en plus c'est dangereux. Ces lunettes ne contiennent aucune protection contre les UV. Au mieux, elles ont un simple filtre teinté qui vous donne l'impression de vous protéger de l'éblouissement, mais qui est en fait hyper contre-productif parce qu'il va augmenter la dilatation de la pupille, ce qui entraîne une plus grande pénétration des rayons UV que si vous ne portez pas de lunettes. Donc autant ne même pas en porter. D'accord, alors finalement, qu'est-ce qu'on regarde avant tout quand on choisit des lunettes ? Le premier élément à chercher sur votre paire, c'est le fameux logo CE pour conformité européenne, qui doit être imprimé sur une branche de vos lunettes. Ne vous contentez pas de la simple étiquette si vous achetez des lunettes bas de gamme, ça prouve pas grand-chose. Il faut vraiment que ce soit écrit sur la branche. D'accord. Le deuxième critère, c'est un peu comme pour les crèmes solaires d'ailleurs, l'indice de protection. Là, il va de 0 à 4, mais oubliez tout de suite les indices 0, 1 et 2, ils ne protègent pas assez. En fait, le meilleur investissement que vous pouvez faire, ce sera une paire avec un indice 3, puisque c'est un indice qui absorbe entre 83 et 92% des rayons solaires. C'est satisfaisant. Vous êtes sûr
sûr de ne pas être ébloui, d'être bien protégé des UV. C'est parfait pour la ville, en plein été, pour la mer. Ensuite, il y a l'indice 4, lui vous protégera encore mieux en montagne. Mais attention, vous ne pouvez pas conduire avec parce que vous risqueriez de ne plus rien voir dans les tunnels. Donc en gros, si vous souhaitez investir dans une seule paire pour tout, le mieux c'est une paire à indice 3, à moins que vous ayez prévu de faire de l'alpinisme en haute montagne. Et puis vous pouvez aussi prendre en compte le fait que plus la monture est large, plus elle couvre en fait vos yeux, mieux vous serez protégé. Bon bah voilà, hein, vous oubliez votre paire à 300 €, David. Hein. Ouais, mais Ça sert à rien. Reboon, c'est pas des vrais, alors je peux les, je peux les balancer, c'est ça? Merci pour toutes ces recommandations, Charlotte. 6h24. Oh, eh ben non, Batman, ce super-héros de l'univers DC Comics, a la particularité de ne pas avoir de super-pouvoir. Il ne peut compter, un peu comme moi, que sur sa condition physique et sur ses Mais gadgets. bien Pour, sûr. oh, bah, je vous remercie. Mais, excusez-moi, pardon. Une forme, David, avec demain. les lunettes de soleil à 300 €. À demain. Je crois que je me suis fait avoir. Et on va saluer Jérôme Florin. Bonjour Jérôme. Bonjour Peggy, c'est quoi cette histoire de lunettes à 300 €? Bon, c'est David, il frime, vous voyez, alors que Vraiment des lunettes à 300 €? Charlotte nous a dit que c'était pas la peine d'acheter des lunettes à 300 €. Voilà. Bah, non, C'est je suis fait vraiment avoir. que Ça sert pour à le rien. style, David. Voilà, faut arrêter de flamber.